Bienvenue à tous sur Medi 1 TV Afrique. Festivités par-ci, chansonnettes et danse par-là, confection et port de pagne tissés ou spécifiquement édités chaque année pour, dit-on, célébrer la femme sont entre autres les activités liées à la journée du 8 mars en Afrique. Cette émission se propose d'aborder les enjeux de la journée internationale pour le droit des femmes et les défis de l'édition 2020. Et pour en discuter justement, nous recevons Louise Yao-Klaourou. Elle est présidente de l'association universitaire pour le genre et l'égalité. On dira qu'elle est activiste pour le genre. Elle est entrepreneur avicole. Bienvenue, Madame Louise Yao-Klaourou. Merci, monsieur. Merci pour l'invitation. Avec vous dans le studio, nous recevons également Josiane Lobar. Elle est entrepreneur et initiatrice d'un festival. Bienvenue, Josiane. Merci, monsieur. Avec vous, nous allons parler de la journée internationale, dit-on, des femmes. Ou pour le droit des femmes. Quelle est la bonne appellation, Madame Louise Yao-Klaourou? Journée internationale des droits de la femme. D'accord. Est-ce qu'il y a une nuance entre Journée internationale de la femme et pour le droit des femmes? La nuance est nette déjà dans la façon de marquer cette journée, je ne dirais pas célébrer, parce que si on maintenait le fait qu'il s'agit des droits de la femme, on serait en train de répertorier ceux déjà acquis, ceux pour lesquels nous devons travailler pour l'année suivante, ceux pour lesquels nous devons nous projeter dans plus longtemps, et ainsi de suite. Mais malheureusement, ce qu'on voit, c'est que on a des journées où les élus se retrouvent avec la population, les femmes portent les vêtements de leurs époux, policiers, gendarmes, et ainsi de suite, alors qu'il est démontré qu'il a fallu une lutte, un plaidoyer assez constant pour que les femmes puissent non pas mettre les vêtements de leurs époux pour cette journée, mais qu'elles puissent les porter parce qu'elles font ces métiers-là. Donc, il y a une nuance dans la façon de célébrer. Je pense que si on communique effectivement sur ce qui devrait être, on pourrait réduire cet écart qu'on voit. D'accord, on en parlera tout à l'heure. Josiane, le 8 mars, qu'est-ce que ça vous dit, le 8 mars? Pour moi, le 8 mars, c'est une journée pour amener la société à accepter les droits de la femme, aussi pour faire la promotion de nos droits et revendiquer les droits qui ne sont pas encore respectés. D'accord, très bien. Et je voudrais qu'on entre tout à l'heure, tout de suite, dans l'état des lieux. Nous parlons de l'Afrique. Madame Klaourou, à quel niveau est-ce que nous en sommes aujourd'hui, pour votre appréciation? Alors déjà en 2020, nous sommes à la 25e année, donc le 25e anniversaire de la dernière grande conférence sur la femme, celui de Beijing, Pékin. Et le thème de cette année est parleur, parce que 25 ans après, il faudrait qu'on ait atteint, il aurait fallu justement qu'on ait atteint l'égalité. Donc, pour bon nombre de pays africains, c'est vrai que à quelques degrés près, nous sommes au même niveau, mais il reste énormément à faire. Énormément à faire. Énormément à faire. Beaucoup de femmes encore ne savent pas que tous les droits listés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, elles doivent en jouir aussi parce qu'elles sont des hommes, grand H. Nous faisons partie de cette planète, nous faisons partie de ce monde-là. Donc on est intrinsèquement liés à l'homme petit h, donc on devrait pouvoir bénéficier des mêmes droits, bénéficier et jouir des mêmes compétences et ainsi de suite. D'accord, toujours sur l'état des lieux en Afrique, Josiane. Je pense qu'il y a assez de défis à relever du côté de l'Afrique. Nous partons sur le plan de la scolarisation, où il y a près de 52 à 95% des filles qui ne sont pas encore, ou du moins ne bénéficient pas de la scolarisation à cause de la pauvreté. Nous avons aussi, du plan de vue de la propriété, nous avons des femmes, nous n'avons que 15% de femmes qui bénéficient, qui sont détenteurs de terres. Et nous avons aussi en Afrique moins de 5% de femmes qui sont représentées dans les parlements. Nous prenons le cas de la Mauritanie, le Madagascar, pour dire que en Afrique, ces défis sont vraiment réels et énormes. Et nous devons penser à manifester le droit de la femme. D'accord, très bien. Tout à l'heure, Madame Klaourou, vous disiez que les femmes doivent être conscientes que tous les articles, tout ce qui est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les femmes doivent en bénéficier, doivent en jouir. Mais quels sont les points saillants sur lesquels vous mettez beaucoup plus l'accent?
Parce qu'il y a certains droits qui sont respectés, il y a d'autres qui sont revendiqués, mais quels sont quelques-uns, par exemple? Alors, je vais peut-être m'attarder sur le cas de la Côte d'Ivoire. Sinon, de façon générale, vous avez le droit à l'éducation, comme elle le disait tantôt. Encore en ce 21e siècle-là, il y a des familles où on décide de retirer les filles de l'école parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour scolariser et les filles et les garçons. Donc on fait le choix, on met les filles de côté et oui, puis on prend c'est le clair. garçon. C'est vrai que ça tend à disparaître. Il y a énormément d'avancées au niveau de la scolarisation, au niveau de l'éducation de façon générale, mais plus on évolue vers le supérieur, plus le nombre de filles diminue. Donc là, il faut peut-être pas dire que c'est un problème de droit, mais c'est plus un problème de société. Parce qu'on perçoit mal aujourd'hui une femme qui fait de longues études, ainsi de suite, elle est tout de suite stigmatisée. Qu'est-ce que tu as fait de longues études? Il faut que tu te maries. Est-ce que cette façon de voir existe encore en Côte d'Ivoire? Oui, oui. Et pour ne même pas aller loin, moi-même, je fais partie des personnes à qui on dit papier longueur. Même hier, j'ai entendu papier longueur. C'est pourquoi faire? Qu'est-ce que tu veux prouver? Tu as ton mari, tu as ton foyer. Ben pourquoi voilà. tu ne... Qu'est-ce que tu veux en fait? Tu es tout le temps parti, qu'est-ce que tu veux? Alors que non, c'est un choix de vie, c'est un choix de carrière, c'est des gestes droits-là. Hein? Et je décide d'en jouir ou pas. Mais j'ai ce droit-là. On ne va pas non plus en vouloir à une personne qui veut s'arrêter au niveau CM2 parce que dans son entendement, elle veut faire autre chose. Non, on ne peut pas en vouloir à cette personne-là. Justement, les droits de la femme, c'est que chacune d'entre nous puisse décider de ce qu'elle veut faire, de l'orientation qu'elle veut donner à son avenir. Donc, vous avez le niveau de l'éducation, vous avez le droit à la santé qui est mitigé dans bon nombre de pays, et même ici en Côte d'Ivoire. Vous avez au niveau des salaires, par exemple, où il y a un décalage, parce que j'expliquais à un monsieur pour ne pas scolariser filles et garçons avec les mêmes frais, et puis quand travailleurs, il faut les renumérer, les salaires diffèrent juste parce que l'un est possédeur d'un pénis et l'autre d'un vagin. C'est complètement incompréhensible. Donc il y a ces décalages-là qu'il faut mettre à jour, qu'il faut mettre à nu pour que peut-être l'État, je ne dirais pas le gouvernement, mais l'État de façon générale puisse s'appesantir sur la question pour que ces choses-là soient réglées, parce qu'il y a des problèmes. D'accord. Très bien. Au niveau donc de l'origine de la journée qui promeut les droits des femmes, il faut qu'on situe bien le contexte, parce que tout à l'heure, vous l'avez signifié, les 8 mars, on voit des défilés, on voit plein de choses. Il faut qu'on revienne à l'origine. Comment c'est parti et comment, en principe, on devrait marquer une telle journée en Afrique et dans le monde? L'origine, disons que cette journée sont dans les luttes ouvrières et de nombreuses manifestations des femmes réclamant le droit des votes. On dira aussi que de meilleures conditions de travail et d'égalité entre les hommes et les femmes qui agitaient l'Europe et le monde occidental au début du XXe siècle. Donc la création de cette journée internationale est proposée pour la première fois en 1910 lors de la conférence internationale des femmes. Aussi, cette journée s'inscrit dans une perspective révolutionnaire. Donc, on va dire que cette journée est partie dans le nom pour aider les femmes à atteindre leurs objectifs et bénéficier des mêmes droits que les hommes. D'accord. Toujours parlant des mêmes droits que les hommes, les congés de maternité, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont des fois peur de prendre une femme quand elle est en grossesse ou quand il se rend compte qu'elle va certainement porter un enfant, et on fait des choix à ce niveau. Qu'est-ce que vous dites? Alors déjà là, c'est un problème. On ne peut pas, parce qu'une personne qui est normalement constituée pour procréer est en état de grossesse, la renvoyer. Ce n'est pas normal. On est d'accord que ce n'est pas normal. Donc c'est autant de cas qu'il faut porter devant le législateur. Mais je pense qu'au niveau de la CNPS, ces personnes-là, si vous êtes victime d'un licenciement de ce type-là, ce qu'on appelle les licenciements abusifs, vous pouvez saisir le tribunal du travail parce que vous êtes dans vos droits. Mais, encore une fois, ne sachant pas, elle se laisse faire, elle se laisse abuser.
On se dit, des fois en Afrique, c'est mal vu qu'une femme porte plainte. Des fois, bon, ça c'est dans le foyer. Si une femme est victime de quelque chose dans le foyer par rapport à son homme, c'est un peu mal vu dans notre culture qu'une femme aille porter plainte contre son mari. Est-ce que ce n'est pas des barrières qui font souvent problème dans la tête de certaines femmes? Alors, si on doit revenir à l'Afrique, il faut comprendre que pour ce que je sais de l'Afrique et pour ce que je sais du village, même quand une femme est violentée ou quand une personne, je vais dire pour ne pas m'attarder sur les femmes, quand une personne est victime d'un cas de violence, cette personne s'adresse tout de suite au notable et au chef du village. Et même quand c'est le cas de la femme, elle porte l'affaire devant les responsables de la famille, devant les responsables du village ou du clan et ainsi de suite. Pour vous dire que même dans nos sociétés traditionnelles, il y avait des manières pour régler ces problèmes-là. Et il y avait des amendes. Vu que nous sommes aujourd'hui dans une société occidentale, enfin peut-être pas, mais nous calquons nos choix de vie ou nos façons de régler nos conflits sur le système occidental, il est normal qu'une personne qui a été atteinte dans son intégrité puisse porter plainte. Malheureusement, beaucoup vous diront « c'est mon mari, oh, c'est le père de mes enfants. Oh. » Et donc, parce qu'à ce niveau-là, il y a des droits. Il y a des lois qui prennent en charge la personne victime de violence. Donc, la femme victime de violence dans son foyer ou dans son couple. Il y a aussi, Dieu merci, le viol conjugal qui a été reconnu il y a peu, à la suite, bien sûr, de plusieurs plaidoyers, parce que, comme vous le disiez tantôt, c'était mal vu qu'une femme, parce qu'il est dit, ou il serait dit dans certains livres saints, que ton corps appartient à ton homme, sans oublier, en oubliant de citer la suite du verset. Parce que, généralement, je ne vous indexe pas, mais beaucoup d'hommes, avec petit H, ont ce chic-là de prendre que la partie qui les intéresse, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran. Excusez-moi de citer ces deux livres saints-là, parce que c'est les livres phares qu'on nous ressort à chaque fois. Non, la femme elle-même, elle est faite pour être en arrière. Non, moi je ne demande pas à marcher devant un homme ou autre chose. Je demande juste que dans cette société où on ne me permet pas de passer un examen beaucoup plus faible en termes de densité parce que je suis une femme, qu'on ne m'opprime pas non plus parce que je suis une femme. Vous ne pouvez pas demander à une jeune fille et un jeune garçon de passer les mêmes examens et puis dans la rétribution des bénéfices ou des récompenses, elle est lésée. Je ne sais pas comment on comprend les choses en fait. D'accord, le thème de cette édition 2020, Génération Égalité, levez-vous pour le droit des femmes. Ce thème, il est évocateur, mais qu'est-ce qu'il vous dit? Le thème dit... Génération Égalité. Nous sommes la génération où il y aura l'égalité. Donc nous sommes la génération de l'aboutissement des droits des femmes. De ce combat de longue haleine, de longue date. Effectivement. Et pour plus enrichir ce que je voulais dire, je profite de l'occasion pour lancer un appel aux femmes pour leur dire qu'elles doivent mener des actions, elles doivent poser des actes, elles doivent prendre des initiatives si elles veulent vraiment atteindre l'égalité. D'accord, vous parlez justement de prise d'initiative et parfois, je dirais de façon générale, on a un problème souvent on a l'impression que tout doit être préparé pour que certaines femmes viennent occuper des postes de responsabilité. Par exemple, les 30% en Côte d'Ivoire réservés aux femmes. Mais souvent, les 30% ne sont pas remplis. On en a discuté à une émission au niveau des partis politiques. Par exemple, quand il s'agit de mettre quelqu'un en avant, on ne sait pas ce qui se passe, mais on a l'impression qu'il n'y a pas suffisamment de femmes à la tête. Est-ce que c'est un problème de prise d'initiative, selon vous, ou bien c'est le système qui ne leur permet pas? Moi, je pense que souvent le système permet, mais il y a le fait que la femme a peur souvent de prendre des initiatives. Donc derrière, les hommes aussi doivent jouer leur part. Si possible, mobiliser ou bien encourager leurs femmes à vouloir prendre des initiatives. La femme doit accepter de se faire encourager par son homme et l'homme doit aussi encourager sa femme. Elle ne doit pas avoir peur de prendre des initiatives. Sinon, le plus souvent, on peut dire par exemple les postes, les candidatures féminines sont encouragées, mais combien de femmes osent? D'accord. Madame Clarou, sur la même question, quelle est votre approche? Je souris parce que, vous savez, il y a quelques têtes qui sortent du lot.
mais il y a beaucoup de têtes qui ont été immergées depuis des années. À dessein. À dessein. Ou peut-être pas, ou de façon inconsciente, mais c'est le cas. Vous ne pouvez pas demander à une personne à qui on a toujours dit « tais-toi, femme, parle pas en public ». Vous ne pouvez pas demander à une personne à qui on a dit « quand il y a les prises de décision, tu écoutes et puis tu fais, tu exécutes ». Vous ne pouvez pas demander à une personne à qui on n'a jamais donné la parole de prendre la parole devant les autres. Pour vous dire que longtemps, les femmes ont été pas mises en arrière, parce que si je dis mise en arrière, c'est comme si j'étais d'accord quand vous dites qu'on prépare leur place. On n'a pas préparé leur place. Elles se sont donné les moyens de se l'arracher. De se l'arracher. Donc, il y a un problème. C'est pour ça que moi, dans ma quête, je travaille beaucoup plus avec les jeunes filles. Parce que c'est sur la mentalité que nous devons agir. C'est vrai que la société commence à accepter, mais vous irez dans le pays profond, on vous dira, moi, une femme ne peut jamais me commander. Je prends un exemple tout aussi banal qu'à la catéchèse. Un ami de catéchèse a osé me dire... Il est à l'église. Oui, à l'église. A osé me dire, moi, de toute ma scolarité, une femme ne m'a jamais dépassée. Et donc, sur les 3 années de catéchèse, je me suis fait un malin plaisir parce qu'il était très fort de le dépasser. Il a vu ses limites. Ah. Donc, il y a cette façon de penser là des jeunes garçons. Donc, c'est au niveau de l'éducation. Peut-être que nous, notre génération est bien née parce que quand on vous dit pour le thème de cette année, génération égalité, une génération, c'est 25-30 ans. 25-30 ans en arrière, on était à Beijing. Et Beijing a scellé les droits des femmes. La façon de voir les choses, la manière, le changement auquel on aspire naît de Beijing. Donc aujourd'hui, c'est à nous d'assumer Beijing. C'est à nous de porter Beijing pour que justement, on soit une génération égalité. Ce n'est peut-être pas encore le cas, mais il faut qu'on travaille pour que ce soit le cas. Donc il faut qu'on se lève, comme le dit le thème, il faut qu'on se lève pour... Donc, comme je disais tantôt, il faut qu'on amène ces jeunes filles et ces jeunes femmes-là à comprendre qu'elles ont une place à occuper dans la société. C'est vrai, beaucoup vous diront, moi femme, Si j'ai eu mon petit BTS. Si, donc qu'est-ce que je cherche encore, qu'est-ce que je veux? Oui, toi femme, bouge. Mais celle qui veut, il ne faut pas l'écraser. Celle qui veut porter ce flambeau-là, il faut d'ailleurs l'encourager. Il faut l'encourager, il faut la porter. Parce qu'il y en a. Mais beaucoup n'osent pas. Parce que malheureusement, dans les partis politiques, comme elle le disait, il y a des censures. Il y a des violences psychologiques et verbales que subissent ces femmes-là. Toi, tu te prends pour qui? Qu'est-ce que tu veux nous démontrer ici qu'on n'a pas encore vu? Depuis 1947, le parti est dans notre... Mais toi, tu vas venir changer quoi? Bon, toi, la petite fille, là, qu'est-ce que tu veux? Ce type de propos-là vous freine. Et ça a freiné énormément de femmes. Dans la biographie de certaines, vous avez... Madeleine Chikaya qui aurait pu accéder à de nombreux postes si et seulement si elle était née homme. Parce que sortie majeure de l'ENA à cette époque et être nommée sous-directrice, il y a un décalage. Et entendre de vive voix de la bouche du président, vraiment, actuellement là, je ne peux pas te nommer. Tu es une femme, il faut accepter le peu que je t'ai donné. Vous voyez que c'est des attitudes que beaucoup ont encaissées sans jamais le crier sur la place publique, mais beaucoup l'ont encaissé. Sans oublier les violences sexuelles, les abus sexuels que certaines subissent dans les partis politiques. Donc quand vous voulez ou vous avez la volonté de changer les choses et qu'on vous ramène à votre condition de femme, tout ce que vous avez à faire si vous n'avez pas suffisamment de cran, c'est de vous replier. Donc, il y a énormément de choses qui se passent qu'on ne peut pas d'un trait dire « Non, les femmes se cachent, les femmes ne veulent pas. » Non. Beaucoup veulent. Et d'ailleurs, dans la crise de 2010, on a vu des violences que certaines femmes dans les partis politiques ont subies. D'accord, très bien. Voilà. Je prends même le cas de
l'entrepreneuriat où aujourd'hui, quand on voit une jeune fille se débattre, on dit voilà, c'est une battante. Or, ça devait être la généralité, pas un exemple. En fait. Et d'ailleurs, ce n'est pas nouveau en principe, parce que les femmes dans les zones rurales, ce sont elles qu'on trouve dans les champs, ce sont elles qu'on trouve à plusieurs niveaux. Peut-être qu'elles n'étaient pas sur la sphère, la grande sphère n'était pas promue. Mais je pense que ce sont des choses qui se faisaient et les femmes le réussissent déjà très bien. Revenons à la journée du 8 mars. Pour cette année, comment est-ce qu'en Côte d'Ivoire, personnellement, collectivement ou individuellement, vous comptez célébrer ou marquer cette journée pour le droit des femmes? À notre niveau, parce que je bosse dans une ONG, les années précédentes, nous avons eu à faire des panels, organiser des panels pour mobiliser et amener les femmes à prendre conscience qu'elles avaient une place dans la société. Mais cette année particulièrement, nous avons décidé d'initier les femmes au métier dit homme. Quelques exemples. Métier longtemps pratiqué par les hommes ou toujours pratiqué par les hommes, quelques-uns. La mécanique. Les pompistes dans les stations. C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que vous voulez démontrer? On veut montrer que la femme peut tout faire autant que l'homme. D'accord. L'année dernière, comment vous avez célébré cette année? Qu'est-ce que vous comptez faire pour marquer? Alors, je le disais tantôt, il faut qu'il y ait de plus en plus d'activités intellectuelles, scientifiques et autres. Et donc, l'année dernière, j'étais au Bénin, à l'université d'Abomey-Kalovi, pour la présentation d'une communication sur le leadership féminin en Côte d'Ivoire. Et j'avais aussi participé à certaines formations dans certains lycées de la place, notamment le lycée Mami Adjoa, sur l'utilisation responsable d'Internet, des téléphones et ainsi de suite. Pour cette année particulièrement, généralement on est concentré à Abidjan ou alors à l'intérieur, ce que les jeunes filles ont l'habitude de voir ou peuvent voir, c'est des femmes qui défilent dans des vêtements d'hommes et ainsi de suite. Donc pour cette année, j'ai décidé de me rendre à Tiébissou, qui est une ville du centre de la Côte d'Ivoire, entre Bouaké et Amsokro, dans le but d'informer ces jeunes filles-là qui pensent que leur univers est complètement fermé et qui s'adonnent à des pratiques pas très saines pour des écolières, leur parler de leurs droits, leur parler de leurs devoirs aussi. Parce qu'en tant que jeunes filles, elles ont le devoir de continuer ce que nos mères ont continué. Nous, on ne peut que transmettre. Mais si ça doit s'éteindre, on va retourner 2016 ans en arrière. Il n'aura jamais d'avancée. Donc, elles ont le devoir de porter cette nation-là parce que c'est notre nation et c'est notre rôle de participer à l'éclat de ce pays-là. Parce que nous appartenons entièrement à ce pays-là. Donc, on n'a pas que des droits, on a aussi des devoirs. D'accord, justement, au niveau certainement des devoirs, vous parlez beaucoup des jeunes filles. Il y a le phénomène des grossesses en cours d'année scolaire, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, sinon qu'on appelle grossesse en milieu scolaire. Et on s'est rendu compte qu'il y a des violences sur la jeune féminine. Je voudrais qu'on parle de la responsabilité des jeunes filles. Autant que cela dépend d'elles, vous, en tant qu'activiste pour le genre, quel est le message que vous envoyez aux jeunes filles? Justement, mon retour pour ce 8 mars-là est né du constat, du constat que beaucoup d'entre elles étaient enceintes. Et comme je le disais, elles ont le regard fermé. Elles se disent, bon, ok, c'est tout ce à quoi je peux aspirer. Je suis une jeune fille, si je suis draguée, excusez-moi du mot, bon, qu'est-ce que je peux d'autre? Et donc, elles se laissent aller. Et encore une fois, c'est dû à la méconnaissance. Si vous êtes sûr que vous pouvez avoir accès à un meilleur avenir, si vous êtes sûr que vous pouvez, entre vos mains, façonner votre avenir, si vous avez des exemples de personnes qui sont passées par ce cheminement-là et qui aujourd'hui essaient, tant bien que mal, d'apporter une pierre à l'édifice, vous pouvez vous raccrocher à vos études, justement pour changer complètement de paradigme. Mais si ce n'est pas le cas, et c'est d'ailleurs ce qu'on constate, beaucoup de jeunes filles se laissent aller. Quant à leur responsabilité, longtemps, on a toujours dit, si elle s'est fait violer, c'est parce que. Si ça lui est arrivé, c'est parce que. On a pour habitude de culpabiliser la victime. Mais on ne prend pas en compte l'univers dans lequel elle vit. On ne prend pas en compte les difficultés qu'elle peut traverser. Les jeunes filles dans les écoles sont souvent laissées pour compte. La rentrée, on vient la déposer chez un tuteur qui peut-être n'est jamais là, qui abuse d'elle,
qui la vend presque à ses collègues ou à ses amis, il y a beaucoup de paramètres. On ne peut pas de loin, encore une fois, juger ces jeunes filles-là. On nous parlait par exemple d'une jeune fille, d'un jeune garçon qui a hébergé à l'intérieur 5 à 6 jeunes filles et les a mises toutes Mais oui, enceintes. parce que vous verrez que ces jeunes filles-là n'ont nulle part où aller, ou vous verrez que les parents se connaissent. On leur a dit, ah, comme toi, tu as déjà une maison, il faut rester avec elles, ce sont tes sœurs. Bon, les pulsions d'adolescents faisant, on est sorti du contexte familial pour arriver dans un contexte marital. Mais bon, qu'est-ce qu'on y peut? Si pendant, surtout les adeptes de chat noir, si pendant une nuit, ils tombent sur vous, ils vous violent ou ils vous violentent jusqu'à ce qu'il ait gain de cause et que grossesse s'en suive. Il faut expliquer le chat noir pour nos téléspectateurs, certainement qui ne comprennent pas le langage Alors, le ivoirien. chat noir, c'est, je ne dirais pas un concept, mais un phénomène typiquement ivoirien qui consiste à avoir des rapports sexuels ou sinon à démarrer des rapports sexuels avec une personne endormie, niant complètement son consentement. Parce que quelqu'un qui est endormi, c'est une personne qui est inconsciemment, enfin, qui n'est pas consciente totalement. D'accord, très bien. Voilà. Vous êtes femme... Oui, oui, allez-y. Je voulais ajouter certaines choses à ce qu'elle vient de dire. Allez-y. Pour dire que l'environnement n'est pas favorable au développement de la femme, mais la jeune fille doit prendre conscience qu'elle est appelée à devenir quelqu'un un jour, et c'est pas parce que tu n'as pas les moyens ou tes parents ne te donnent pas de l'argent pour pouvoir aller à l'école, ou bien tu vis dans un environnement où tu n'es pas vraiment à l'aise ou favorable pour tes études, que tu vas t'adonner à certaines choses. Moi, j'ai été victime de plusieurs choses que j'ai dit non, j'ai refusé automatiquement parce que je sais ce à quoi je suis appelée. Et aujourd'hui, on prend le cas des filles qui se disent, voilà, moi je suis belle, donc je me laisse aller parce que j'ai besoin d'argent pour faire ceci ou cela. Ou des filles qui n'ont pas connaissance des produits contraceptifs. Et ça aussi, nous devons éduquer la jeune fille. Elle doit se connaître, l'adolescente doit connaître son corps, elle doit savoir ce à quoi elle a appelé pour pouvoir utiliser ces différents produits contraceptifs pour éviter les grossesses indésirables. D'accord, nous sommes à la fin de l'émission, Madame Clauroux, le mot de fin en 30 secondes. Quel est le message fort que vous envoyez à l'endroit, on dira de qui veut l'entendre, d'abord des femmes, des gouvernants et de tous ceux qui suivent cette émission par rapport au 8 mars? Alors, ce que je peux souhaiter, que ce 8 mars soit un 8 mars de rupture avec ce qu'on a l'habitude de voir, que ces jeunes filles dont nous parlions tout à l'heure soient enseignées, soient protégées du fait de leurs droits parce qu'elles en ont, et que nos gouvernants, à défaut d'arrêter de vendre le pagne, puissent au moins utiliser ces ressources-là pour ne serait-ce qu'une broyeuse dans un village. Au moins, on saura que nos achats aident à autonomiser une femme quelque part. C'est vraiment ce dont on a besoin. La célébration, peut-être en 2030, en 2040, quand nos droits seront pleinement acquis et quand la parité tant annoncée sera effective. Merci Madame Louise Yao Clauroux, vous êtes présidente de l'Association universitaire pour le genre et l'égalité. Vous êtes également entrepreneur avicole. Merci d'avoir accepté notre invitation. On rappelle que vous êtes conférencière à l'occasion du 8 mars, vous faites beaucoup de tournées. Avec nous ici également dans le studio, Josiane Lobar. Elle est entrepreneure et initiatrice d'un festival. Merci d'être venue à cette émission. Je vous en prie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média TV Afrique.